il y a un silence dans la pièce. Ce n'est pas un silence hostile, ni même un silence lourd, c'est juste un silence. Le téléphone est posé, face vers le bas, sur la table. Il n'a pas vibré depuis des heures. Dehors, la vie de la ville continue son murmure lointain, mais ici, à l'intérieur, le calme est presque assourdissant. Et c'est là que ça commence. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. Une tension qui naît dans la poitrine, une sorte de vigilance dans les muscles des épaules. Votre ouïe devient soudain plus fine, capable de déceler le moindre craquement du plancher, le bruit du réfrigérateur qui se met en marche. Chaque son anodin est une question en suspens. Chaque absence de son est une réponse qui n'arrive pas. Votre corps attend. Il attend le prochain message, la prochaine crise, la prochaine demande urgente, le prochain changement de ton subtil dans une voix qui signifiera que l'équilibre fragile est à nouveau rompu. Il attend le choc émotionnel. Même quand tout est calme, et surtout quand tout est calme, une partie de vous reste sur le qui-vive, comme un soldat qui, bien après la fin de la guerre, continue de dormir avec ses bottes aux pieds et un œil ouvert, incapable de croire que la paix est réelle. Ce dont nous parlons aujourd'hui n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'imagination. C'est une mémoire inscrite dans le système nerveux. C'est l'écho d'un chaos passé qui continue de résonner dans le silence du présent. C'est ce moment où vous avez enfin obtenu la paix que vous vouliez, mais où votre corps, lui, ne sait pas encore comment y vivre. Il a été entraîné pendant si longtemps à anticiper l'impact qu'il ne sait plus fonctionner sans cette attente. Le calme, pour lui, n'est pas un signe de sécurité. C'est le signe que le danger est simplement invisible pour l'instant. Cette expérience est profondément déroutante. Votre esprit rationnel vous dit « Tout va bien, personne ne crie, le téléphone est silencieux, tu es en sécurité ». Mais votre corps raconte une autre histoire. Il est un sismographe qui continue de détecter des tremblements de terre qui n'existent plus. La gorge se serre légèrement. La respiration reste superficielle, prête à être coupée. Il y a cette impression subtile que si vous vous détendez complètement, si vous baissez la garde ne serait-ce qu'une seconde, c'est précisément à ce moment-là que le coup viendra. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation qui a survécu à sa fonction. C'est la preuve que vous avez traversé des environnements où la vigilance était essentielle à votre survie émotionnelle. Des environnements où l'imprévisibilité était la seule constante. Des relations où vous deviez scanner en permanence le visage, le ton, le silence de l'autre pour savoir si le ciel allait vous tomber sur la tête. Vous êtes devenu un expert dans la détection des micro-signaux, un météorologue des tempêtes émotionnelles. Le problème, c'est que lorsque le ciel est enfin bleu, votre corps continue de chercher les nuages. L'inconscient, lui, continue de répéter son ancien programme. Ce n'est pas une machine cassée, c'est une machine qui exécute à la perfection le logiciel pour lequel elle a été programmée. Et ce logiciel dit « Le calme est suspect, la détente est un risque, l'intensité est la norme ». Votre système nerveux est devenu, sans que vous le choisissiez, dépendant non pas du drame lui-même, mais de l'état d'activation qu'il provoquait. L'adrénaline, le cortisol, cette hyperprésence nécessaire pour gérer la crise, tout cela est devenu une sorte de normalité toxique. Quand ces hormones ne sont plus produites en masse, le corps ressent un manque, un vide. Et ce vide, il l'interprète comme une menace. C'est le paradoxe le plus douloureux de la guérison après une dynamique de chaos. Vous vous battez pour obtenir la paix, et une fois que vous l'avez, elle vous terrifie. Elle ressemble à de l'abandon, à de l'ennui, à une perte de vitalité. Parce que pendant si longtemps, l'intensité, même douloureuse, a été confondue avec la passion, la connexion, l'importance. Être en état d'alerte signifiait « je suis nécessaire, mon rôle est crucial, je tiens les choses ensemble ». Le silence, en comparaison, peut murmurer « tu ne sers plus à rien, personne n'a besoin de toi ». Ce que votre corps attend, ce n'est pas tant le choc lui-même que la familiarité de la réaction qu'il connaît. Il sait quoi faire en cas de crise. Il sait comment se tendre, comment analyser, comment trouver des solutions, comment apaiser, comment se battre, comment survivre.
Il a des protocoles pour le chaos. Mais il n'a pas de protocole pour la paix durable. La paix est un territoire inconnu, et pour le système nerveux, l'inconnu est par défaut classé comme dangereux. Alors vous vous retrouvez à faire des choses qui, vues de l'extérieur, semblent irrationnelles. Vous pouvez provoquer une petite dispute pour briser la tension du calme. Vous pouvez relire d'anciens messages pour vous reconnecter à l'intensité passée. Vous pouvez interpréter un mot anodin de votre partenaire actuel comme le signe avant-coureur d'une catastrophe, non pas parce que vous le croyez vraiment, mais parce que votre corps a besoin de sa dose de vigilance. Il cherche une raison de justifier son état d'alerte. Cette attente n'est pas seulement psychologique, elle est physique. C'est une fatigue chronique qui ne part jamais vraiment, parce que vos muscles ne se relâchent jamais complètement. Ce sont des problèmes de sommeil, parce que la nuit est le moment où la garde est la plus difficile à maintenir. Ce sont des sursauts au moindre bruit. C'est une incapacité à profiter des moments simples, car une partie de votre esprit est toujours en train de scanner l'horizon. Vous êtes en vacances sur une plage magnifique, mais votre système nerveux est dans une salle de contrôle, les yeux rivés sur des moniteurs de sécurité qui ne montrent rien. L'inconscient, dans sa sagesse primitive, tente de vous protéger. Il a appris une leçon fondamentale. La surprise fait mal, l'anticipation protège. Donc, il anticipe en permanence. Il répète le scénario du pire, non pas pour vous torturer, mais pour vous préparer. Il croit qu'en vous maintenant dans un état de pré-choc, il vous évitera la douleur de l'impact inattendu. Il ne comprend pas que cette protection est devenue une prison. Une prison où le gardien, c'est vous. Ou plutôt, cette partie de vous qui est restée figée dans le passé. En psychologie jungienne, on pourrait parler d'un complexe de la sentinelle. Un complexe est une collection d'idées, de souvenirs et d'émotions chargées, qui fonctionnent de manière autonome dans l'inconscient. Le complexe de la sentinelle est cette partie de votre psyché qui a pris le rôle de guetteur. Son identité entière s'est construite autour de la fonction de surveillance et de protection. Elle a été si valorisée dans ce rôle, elle a été si essentielle à votre survie, qu'elle ne sait pas comment exister autrement. La fin du danger extérieur est une menace pour son existence même. Alors, elle continue de chercher le danger, de le créer s'il le faut, pour justifier sa présence. Cette partie de vous, cette sentinelle, est une part de votre ombre. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a été reléguée à une fonction inconsciente et unilatérale. Elle porte toute la peur, toute la tension que votre esprit conscient aimerait ne plus ressentir. L'intégrer, ce n'est pas la faire taire ou la détruire, c'est commencer un dialogue avec elle. C'est la reconnaître, la remercier pour le travail qu'elle a accompli et lui expliquer, avec une patience infinie, que la guerre est terminée, que son rôle peut changer, qu'elle n'a plus besoin de scruter l'horizon pour des ennemis, mais qu'elle peut apprendre à contempler la beauté du paysage. Ce dialogue ne se fait pas avec des mots, il se fait avec le corps. Chaque fois que vous ressentez cette tension monter dans le calme, c'est une opportunité. Au lieu de vous laisser emporter par la vague d'anxiété, vous pouvez faire une pause. Respirez. Posez une main sur votre poitrine et dire intérieurement « Je sais que tu attends, je sais que tu as peur, mais regarde autour de toi. Ici et maintenant, dans cette seconde précise, il n'y a pas de menace. Juste le son du silence. Juste la sensation de ma main sur ma poitrine. Juste le contact de mes pieds sur le sol. C'est un entraînement, un réapprentissage. C'est enseigner à un animal sauvage, qui a toujours vécu dans la peur, qu'une main tendue n'est pas toujours là pour frapper. C'est un processus lent, qui demande une immense compassion envers vous-même. Il y aura des jours où vous y arriverez, et des jours où l'ancienne programmation sera plus forte. Il y aura des moments où un simple SMS anodin vous projettera dans une spirale de panique, et vous devrez vous ramener, encore et encore, à la réalité du présent. La question n'est donc plus « quand le prochain choc va-t-il arriver ?» La question devient « comment puis-je offrir à mon corps une expérience de sécurité, ici et maintenant, même pour 10 secondes ?»
C'est dans ces 10 secondes, multipliées encore et encore, que se trouve le chemin. Le chemin pour que le silence ne soit plus l'annonce d'une tempête, mais la promesse d'un port. Le chemin pour que votre corps apprenne enfin à déposer les armes, à défaire ses bottes et à s'endormir, enfin, d'un sommeil profond et réparateur. Le chemin pour que la paix ne soit plus un concept, mais une réalité ressentie, vécue, incarnée. Et c'est un chemin que personne ne peut parcourir à votre place, mais que vous n'avez pas à parcourir seul. Car cette attente, des milliers d'autres âmes la connaissent, assises dans leur propre silence, écoutant le fantôme d'un chaos qui n'est plus là. Le vrai travail de guérison commence souvent ici, pas dans la compréhension de ce qui s'est passé, mais dans la désactivation patiente de ses conséquences physiques. C'est un travail qui demande de distinguer l'intuition de la réaction traumatique. L'intuition est souvent calme, claire, comme une connaissance profonde qui émerge sans effort. La réaction traumatique, elle, est bruyante, frénétique, accompagnée d'une activation physique intense. Elle crie « danger », alors que l'intuition murmure « sois prudent ». Apprendre à faire la différence est un super pouvoir. Imaginez une alarme incendie hypersensible. Elle a été installée dans une maison qui a réellement pris feu par le passé. Pendant un temps, sa sensibilité extrême était justifiée. Mais maintenant, la maison est reconstruite, sécurisée. Pourtant, l'alarme se déclenche encore, à la moindre vapeur de la douche, à la fumée d'une bougie d'anniversaire. Vous n'allez pas arracher l'alarme du mur, vous en avez besoin. Mais vous allez la recalibrer. Vous allez peut-être la déplacer, ajuster sa sensibilité, lui apprendre à faire la différence entre une menace réelle et un faux positif. Votre système nerveux est cette alarme. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de devenir précis. Ce processus de recalibrage est contre-intuitif. Quand l'alarme sonne, votre premier réflexe est de paniquer et de chercher le feu. Le nouveau travail consiste, lorsque l'alarme se déclenche, à faire une pause, à respirer et à aller vérifier calmement s'il y a un vrai feu. Ah non, c'est juste la vapeur de la douche. Et vous retournez à vos occupations, même si votre cœur bat encore un peu vite. Chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un message à votre système nerveux. Fausse alerte, nous sommes en sécurité, tu peux te calmer. Au début, il ne vous croira pas, mais avec la répétition, il commencera à intégrer la nouvelle information. La répétition inconsciente dont parle le titre n'est pas une fatalité. C'est un appel. C'est la partie blessée de vous qui rejoue la scène encore et encore, dans l'espoir qu'une fois, enfin, l'issue soit différente. Elle ne veut pas vous faire souffrir, elle veut guérir. Elle vous remontre le moment du choc pour que cette fois, vous puissiez y apporter une nouvelle réponse. La nouvelle réponse n'est pas de changer le passé. C'est de rester présent avec votre corps, dans le présent, et de ne pas le laisser être kidnappé par le fantôme du passé. C'est un soir ordinaire. Vous êtes assis sur le canapé avec une personne qui est douce, prévisible, aimante. Le silence s'installe entre vous, un silence confortable après une longue journée. Et soudain, vous la sentez monter, cette vague de froid, cette tension dans le ventre. Votre esprit commence à s'emballer. Pourquoi est-il si silencieux ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? C'est trop calme. Quelque chose ne va pas. C'est le début de la fin. Votre corps réagit comme si la menace était réelle. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous avez envie de rompre le silence à tout prix, de poser une question pour vous rassurer. Est-ce que ça va ? Mais vous avez déjà appris que cette question n'est pas pour l'autre. Elle est pour vous. C'est une tentative de calmer votre propre système nerveux en cherchant une validation extérieure. C'est ici que le chemin se divise. L'ancien chemin, c'est de poser la question, d'obtenir une réponse rassurante. Oui, bien sûr, je suis juste fatigué. De ressentir un soulagement temporaire et de renforcer le cycle. Quand je suis anxieux, je dois chercher une preuve extérieure que tout va bien. Le nouveau chemin est infiniment plus difficile. C'est de rester assis avec l'inconfort. C'est de sentir la vague d'anxiété monter,
de la nommer intérieurement. Ah, te voilà, vieil ami, c'est la peur du calme qui parle. Et de ne rien faire. C'est de tourner votre attention vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. De sentir vos pieds sur le sol. De sentir la texture du tissu du canapé. De prendre une respiration lente et profonde sans que l'autre personne ne s'en aperçoive. C'est de vous auto-réguler. De devenir votre propre source de sécurité. C'est un acte de foi radical. La foi que le silence peut être juste du silence. La foi que votre partenaire peut être juste fatigué. La foi que vous pouvez survivre à cette vague d'anxiété sans la décharger sur quelqu'un d'autre. Dans ce moment, vous ne faites pas que gérer votre anxiété. Vous êtes en train de démanteler une structure psychique qui a duré des décennies. Vous êtes en train de dire à la sentinelle en vous « Je vois que tu es en alerte, merci. Mais cette fois, je prends la relève. Je vais rester ici et voir ce qui se passe si nous ne faisons rien. Faisons l'expérience de la sécurité, juste pour 1 minute. Et peut-être qu'après 1 minute, ou 5, votre partenaire se tourne vers vous, sourit, et vous raconte une anecdote sur sa journée. Et le choc que votre corps attendait n'est jamais venu. Votre système nerveux vient d'enregistrer une nouvelle donnée, minuscule mais fondamentale. Le calme n'a pas été suivi d'une catastrophe. C'est une victoire. Une victoire silencieuse, invisible, mais plus importante que n'importe quelle bataille gagnée dans le chaos d'autrefois. Ce processus est long, parce que l'inconscient ne fonctionne pas avec la logique, il fonctionne avec l'expérience. Vous pouvez lui dire 1000 fois « nous sommes en sécurité ». Il ne vous croira que lorsque vous lui aurez prouvé 1000 fois. Chaque moment de calme que vous traversez sans paniquer est une preuve. Chaque vague d'anxiété que vous surfez sans vous noyer est une preuve. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à un vieux déclencheur, vous affaiblissez l'ancienne voie neuronale et vous en renforcez une nouvelle. La culpabilité peut aussi faire partie de ce processus. Lorsque vous commencez à ne plus être en hypervigilance, vous pouvez vous sentir coupable. Coupable de ne plus prendre soin de l'autre comme avant, de ne plus anticiper ses besoins ou ses humeurs. Parce que votre rôle de sentinelle était souvent lié à un rôle de sauveur. Apprendre à votre corps le calme, c'est aussi faire le deuil d'une identité. L'identité de celui ou celle qui était indispensable, qui tenait tout en équilibre par sa seule tension. Accepter la paix, c'est accepter de devenir, peut-être, un peu moins nécessaire de cette manière toxique, et un peu plus simplement présent. Cela peut aussi affecter vos relations. Une personne habituée à votre hypervigilance peut se sentir délaissée lorsque vous commencez à vous recentrer sur vous. Tu n'es plus comme avant, pourrait-elle dire. Et c'est vrai. Vous n'êtes plus un système d'alerte à son service. Vous devenez une personne à part entière, avec un système nerveux qui a le droit de se reposer. La maturité d'une relation se mesure souvent à sa capacité à s'adapter à cette transformation. La plus grande épreuve arrive souvent lorsque vous vous sentez mieux. Vous avez connu des semaines, peut-être des mois, d'un calme relatif. Votre corps a commencé à apprendre le nouveau langage de la sécurité. Et puis un jour, un test, un vrai, pas un fantôme, mais un déclencheur réel du passé. Le téléphone vibre tard le soir. Vous reconnaissez le numéro, ou le nom. C'est une personne de l'ancienne dynamique. Le message est court, ambigu. « Salut, j'espère que tu vas bien. » Instantanément, sans votre permission, l'ancien système s'enflamme. C'est une réaction chimique, pas une décision. L'adrénaline inonde votre corps. Votre cœur martèle votre poitrine. Votre estomac se noue. Votre esprit, en une fraction de seconde, génère 10 scénarios catastrophes. C'est une urgence, quelqu'un est mort, c'est une manipulation, c'est un piège. La sentinelle, qui somnolait, est maintenant debout sur les remparts, hurlant à plein poumon. Le corps ne se souvient pas des mois de calme, il se souvient des années de chaos. Il crie « Je le savais, je savais que la paix n'était pas réelle. » C'est l'épreuve du feu.
Tout le travail que vous avez fait vous a préparé à cet instant précis. L'ancien automatisme serait de répondre immédiatement, pour calmer l'anxiété, pour savoir, pour contrôler la situation. Une réponse qui serait probablement longue, explicative, pleine de soins, tentant de gérer l'émotion de l'autre avant même de savoir ce qu'elle est. Mais vous avez appris. Vous faites la première chose, la plus difficile. Rien. Vous posez le téléphone, vous vous levez et marchez dans la pièce. Vous sentez le sol froid sous vos pieds. Vous vous concentrez sur cette sensation. Juste ça, le froid du carrelage. Vous respirez, une inspiration lente, une expiration encore plus lente. Vous ne niez pas la panique, vous ne la combattez pas. Vous la laissez être là, comme un orage violent qui passe au-dessus de votre maison. Vous êtes à l'intérieur, pas dehors. Votre esprit hurle. Réponds, c'est peut-être important. Tu es cruel de ne pas répondre. C'est la voix de l'ancien programme, la voix du complexe de la sentinelle qui craint de perdre son rôle. Vous respirez encore. Vous vous dites, ce n'est pas une urgence médicale. Si c'en était une, le message serait différent. Cette personne est un adulte. Je ne suis pas son service d'urgence émotionnelle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est la distinction fondamentale entre la compassion et la responsabilité. Vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne, mais vous n'êtes plus responsable de la gestion de ses émotions, surtout au milieu de la nuit, au détriment de votre propre paix. Peut-être que vous décidez de ne pas répondre du tout, ou peut-être que vous décidez de répondre, mais à vos conditions. Le lendemain matin, quand votre système nerveux sera calmé. Une réponse courte, polie, qui ne rouvre pas la porte au chaos. « Salut, oui, tout va bien, merci. J'espère que toi aussi. » Point. Pas de questions ouvertes, pas d'invitation à déverser un drame. Après avoir fait ce choix, le choix de la pause, le choix de vos propres termes, une autre vague peut arriver, la culpabilité. Votre corps, vidé de son adrénaline, peut se sentir lourd, triste. La petite voix revient. J'ai été méchant. J'aurais dû être plus gentil. Peut-être que j'ai tout gâché. Peut-être que je suis devenu une personne froide et égoïste. C'est le dernier soubresaut de l'ancien système. Il tente de vous ramener dans le rang en utilisant l'arme la plus efficace contre une personne empathique, la culpabilité. Et c'est là que vous devez tenir bon. Vous devez vous rappeler pourquoi vous avez fait ça. Pas pour punir l'autre, mais pour vous protéger, vous, pour honorer le long et difficile chemin que vous avez parcouru. Pour dire à votre système nerveux, qui vous regarde attentivement, « Tu vois, le monde ne s'est pas effondré. J'ai posé une limite et je suis toujours là. Tu es toujours là. Nous sommes en sécurité. » Le jour d'après, vous vous réveillez peut-être fatigué, mais avec un nouveau sentiment. Un sentiment d'intégrité, de solidité. Vous n'avez pas été emporté par la tempête. Vous êtes resté ancré. Votre corps a fait l'expérience complète. Déclencheur, activation intense, pause consciente, choix différent, survie. C'est la donnée la plus puissante que vous puissiez lui offrir. C'est ainsi que la recalibration devient permanente. Cette nouvelle identité qui émerge n'est pas celle d'une personne insensible. C'est celle d'une personne qui est devenue un bon gardien pour sa propre sensibilité. Votre empathie n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue plus précieuse parce qu'elle n'est plus gaspillée dans des situations chaotiques. Vous pouvez la diriger là où elle est vraiment utile, dans des relations saines, dans la créativité, dans votre connexion au monde. Vous devenez un port, pas une mer ouverte à toutes les tempêtes. Les bateaux peuvent y entrer, mais selon les règles du port. Pas en pleine nuit, sans prévenir, en risquant de tout détruire. Le silence dans la pièce, maintenant, a une autre texture. Ce n'est plus le vide angoissant qui précède l'explosion. C'est un espace plein. Plein de votre propre présence. Plein de la possibilité de choisir ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez dehors. Le corps ne tend plus l'oreille pour capter le bruit d'un danger imminent. Il écoute le son de sa propre respiration, calme et régulière. L'inconscient n'est pas un ennemi à vaincre.
C'est un enfant qui a appris à avoir peur dans le noir. Le travail n'est pas de lui crier dessus pour qu'il arrête d'avoir peur. C'est de s'asseoir avec lui dans le noir, de lui tenir la main et d'allumer une petite veilleuse, encore et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. La veilleuse, c'est votre conscience, c'est votre capacité à revenir au moment présent, à rassurer la partie de vous qui est restée bloquée dans une vieille terreur. Et un jour, vous remarquerez que vous n'attendez plus. Le choc peut venir, ou ne pas venir. Cela n'a plus d'importance. Parce que vous savez, non pas intellectuellement, mais dans chaque fibre de votre être, que vous avez les ressources pour y faire face s'il arrive. Et que vous avez le droit de profiter de la paix tant qu'elle est là. Votre corps n'est plus une sentinelle au bord de la falaise. Il est une maison solidement bâtie, capable de résister aux tempêtes, mais surtout conçue pour être habitée, en paix, lorsque le soleil brille. L'inconscient, enfin, commence à répéter une nouvelle chanson, une chanson plus douce. Elle ne dit plus « prépare-toi au pire », elle murmure « le calme est sûr, la détente est permise, tu es chez toi ». Et cette mélodie, au début à peine audible, deviendra la bande-son de votre nouvelle vie. Si ce chemin de réapprentissage résonne en vous, si votre corps est en train d'apprendre ou désire apprendre ce nouveau langage de la sécurité, vous pouvez prendre un instant pour le reconnaître. Vous n'avez pas besoin de le partager. Juste de nommer pour vous-même le mot qui représente le mieux ce que vous souhaitez cultiver. Peut-être est-ce paix, peut-être espace, ou ancrage, ou simplement souffle. Un seul mot, comme une graine plantée dans le sol de votre système nerveux pour lui rappeler la direction à suivre. Non pas vers l'attente du prochain choc, mais vers la présence dans le calme d'aujourd'hui.